pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage du lundi, Gustave Sonden, cofondateur de Colbert, est avec nous. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. En duo avec Vincent Grard, Country Manager France de Trade Republic. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. On parle d'Europe et ça fait du bien. On va un peu se remonter le moral, un peu de feel good pour notre continent, puisque on a fait le bilan du mois de janvier et écoutez, sur les marchés, c'était pas mal. Gustave, racontez-nous ça. Après un mois d'Europe bashing, on a passé un mois à dire finalement toutes les raisons qui faisaient que l'Europe était peu attractive. On se rend compte que pendant ce temps-là, les marchés, eux, ont trouvé que l'Europe était plutôt attractive. Donc on fait 6,2% de performance sur le mois de janvier, on parle du MSCI Europe, contre un tout petit peu plus de 3% sur le S&P 500 et même un peu moins de 3% pour le Nasdaq. Donc c'est suffisamment rare pour être souligné. L'Europe va mieux. Mais l'Europe va mieux, pourquoi ? Ça, c'est la question. Donc la première raison, c'est la plus évidente, c'est que c'est pas cher. Donc ça, on l'a dit à de nombreuses reprises. À un moment donné, ces valorisations du S&P 500, des marchés américains, ils ont finalement fait de l'Europe une opportunité à l'achat, puisque c'est un marché qui était décoté à peu près de 35% quand même. Donc première raison, c'est effectivement c'est un coût d'opportunité. Deux, un cadre finalement macro assez intéressant, puisqu'on a une devise qui est 7% en dessous toujours du niveau de septembre dernier, donc plutôt pas très cher, qui devrait faciliter nos exportations si tant est qu'on n'ait pas justement de sanctions douanières trop rapides, sanctions douanières qui ne sont pas encore arrivées pour l'Europe. Du coup, c'est un petit peu le sujet du jour. On le voit que ça a déjà été mis en place pour la Chine, pour le Mexique et le Canada. L'Europe, pour l'instant, on a un petit... Attendez, il reste quelques balles dans la besace. Non, mais ça arrivera. Mais en tout cas, on a ce petit sursis. Donc, ce cadre macro plutôt favorable aussi, avec des conditions de financement, puisque la baisse des taux s'est enclenchée en Europe et ça n'a pas été le cas aux États-Unis. Donc, des conditions de financement aussi qui sont plutôt intéressantes. Et le dernier élément, à mon avis, qui est assez nouveau pour le coup, c'est que l'Europe, c'est un peu la valeur refuge contre la tech. C'est-à-dire qu'on dit souvent, pour décrier l'Europe, qu'on n'a pas de champion de la tech, sauf que du coup, quand vous vouliez investir en bourse au mois de janvier et que vous vouliez vous protéger de la thématique IA Tech, l'Europe, c'était une bonne destination pour vos investissements. Et dernier point d'optimisme encore, l'arrivée de DeepSeek, ça relance aussi la possibilité ou l'espoir de faire de l'Europe un champion de l'IA, puisqu'on a vu qu'il y a des acteurs qui pouvaient arriver sortis de nulle part, je le rappelle, avec des coûts de financement quand même assez modérés. Et donc ça relance aussi un petit peu la bagarre, là où on commençait déjà tous à baisser les bras et à dire le champion de l'IA, c'est les États-Unis, et c'est peut-être la Chine, et c'est peut-être encore l'Europe avec Mistral, qui sait. Intéressant. Vincent, comment vous réagissez ? Plutôt aligné avec ton dernier point, Gustave. En fait, d'un côté, tu as l'Europe qui s'en sort bien, et de l'autre côté, tu as les États-Unis qui sont plus ou moins attaqués, notamment d'un point de vue tech, avec l'arrivée de l'IA chinoise DeepSeek. Si on regarde un peu les stars de la cote, Nvidia, sur janvier, ça fait environ moins 10%, quand de l'autre côté, si on regarde du côté 440, côté LVMH, c'est plus 10%. Donc en fait, ça vient s'équilibrer des deux côtés, et pour moi, c'est une des raisons importantes de la surperformance des indices européens par rapport aux indices américains. Parce que les stars de la cote, en fait, d'un côté, sont bien positionnées, quand d'un autre côté, elles sont attaquées de toutes parts. Un moment Spoutnik dans l'IA, ça pourrait permettre de faire émerger un Ariane européen dans d'autres domaines. Pourquoi pas ? Encore une fois, Mistral, champion français de l'IA, commence à être recité et rentre dans la course. Et pour le coup, Mistral est bien mieux capitalisé que DeepSeek, en tout cas d'après les informations publiques. Écoutez, peut-être quelque chose qui va aider d'autres champions européens à émerger, c'est peut-être l'idée d'Ursula von der Leyen et de Christine Lagarde qui ont signé une tribune, vous avez suivi ça, avec pas mal de mesures choc pour améliorer la compétitivité européenne face notamment à la Chine et les États-Unis. Et cette idée, je vais le dire un peu vite et Gustave, vous allez affiner ça, d'un 28e État européen destiné aux entreprises qui innovent avec un cadre fiscal sympa. Racontez-nous ça. Le 28e État européen, c'est pas forcément l'Ukraine dans cet esprit-là, c'est plutôt un État imaginaire qui serait un État start-up ou plus spécifiquement des sociétés d'innovation. Et le vrai problème finalement, et c'est l'origine de cette tribune signée donc par Ursula von der Leyen et Christine Lagarde, c'est on a compris le message, on va arrêter de se tirer des balles dans le pied. Et donc on va plutôt, au lieu de créer des réglementations qui nous bloquent, on va créer des réglementations qui nous incitent à innover, à développer. Et donc l'idée de ce 28e État, c'est un État virtuel finalement, qui concernerait toutes les sociétés d'innovation et qui fixerait pour toute l'Europe, et donc toutes les sociétés éligibles à ces critères,
un cadre unique sur le plan fiscal, ça c'est un premier élément, et également sur le plan du droit du travail. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose de très original, en tout cas c'est quelque chose qui a été peu cité jusqu'à présent, et à mon avis ça a du potentiel. Le seul problème, c'est de quel droit, entre guillemets, et ça peut être aussi les réserves que peuvent avoir les acteurs qui ne sont pas considérés comme des sociétés d'innovation. De quel droit ces politiques plus accommodantes pour ces sociétés qui parfois gagnent un peu d'argent, comme nous le rappellent souvent les Magnificent Seven, mais faut-il encore démarrer? Et c'est vrai que les facteurs d'explication de la superpuissance américaine, malgré les crises massives connues depuis 2001, 2002, 2007, etc., c'est ce marché de capitaux extraordinaire qu'ils ont, cette capacité à prendre du risque qu'on n'arrive pas à répliquer en Europe. On le voit à tous les niveaux, même quand des capitaux sont injectés, on n'arrive pas à prendre les mêmes décisions qu'eux. On a un effet beaucoup plus moutonnier dans notre marché de capital risque en France et en Europe. Et donc là, l'idée, ce serait, à travers ce cadre, peut-être de casser quelque chose et de franchir un cap dans la capacité à prendre des risques. J'ai un petit peu moins d'optimisme que toi, pour le coup, sur cette initiative qui est vraiment bien et qui viendrait au final terminer le sujet du marché unique en Europe. Par contre, sur la mise en place, ça s'annonce quand même très très compliqué. Actuellement, on a autant de codes du travail que de pays membres de l'Union européenne. L'union des capitaux, c'est pareil, c'est quelque chose qui, pour l'instant, a du mal à émerger d'un point de vue pratique. Nous, ce qu'on espère, c'est par exemple voir un jour un PEA européen qui pourra orienter les flux des particuliers vers les entreprises européennes et venir les soutenir. C'est une idée qui est en train de germer, mais la mise en place et la rapidité de l'Union européenne à mettre ça en place me fait encore un petit peu douter. Ce qui fait douter, c'est l'enthousiasme aussi des épargnants à vouloir investir leur argent de manière aussi souveraine. Enfin, je veux dire, il n'y a quand même pas beaucoup d'éthique de l'investisseur européen de dire je vais privilégier et faire en sorte que mon argent aille vers des solutions européennes plutôt que autres. Parce que la priorité, pour beaucoup de gens, on veut faire travailler son épargne, c'est quand même la rentabilité. C'est un très bon point. Et sachant qu'effectivement, l'évolution du PEA, malheureusement, ça va plutôt dans nos capacités à le détourner, c'est-à-dire à ne pas investir dans les entreprises européennes et pas des actions en direct, et donc investir dans des ETF, parfois des ETF synthétiques, vers des actions américaines. Donc autant vous dire qu'avant de faire un PEA européen, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que le PEA aujourd'hui, si ce n'est un compte titre avec des avantages fiscaux, puisque c'est l'état dans lequel on est. Donc aujourd'hui, le PEA au sens plan épargne-action qui finance l'économie européenne, excusez-moi de vous le dire, mais c'est un petit peu une blague. Donc il faudrait être un petit peu plus strict. Si c'était ça l'ambition, faut-il encore que ce soit l'ambition des régulateurs, mais à mon avis, ça me semblerait pertinent du point de vue souverain, évidemment. Vincent, vous nous emmenez du côté des États-Unis. Alors nous, en France, on chicane pour travailler 7 heures de plus par an, mais la bourse de New York, elle, va travailler plusieurs heures de plus par jour. Le NYSE, qui est la plus grande bourse du monde, envisage d'élargir ses horaires de trading. Qu'est-ce que ça pourrait faire ? Alors, dans la réalité, c'est déjà possible pour des particuliers aux États-Unis d'acheter et de vendre des actions durant la nuit, par exemple. Les plateformes d'épargne ont réussi à développer des systèmes qui permettent d'aller exécuter les ordres sur des places qui sont dites alternatives, en dehors des horaires de cotation officiels. Là, la différence, c'est que le NYSE lui-même, donc la bourse de New York, prévoit d'élargir ses horaires pour tout le monde, donc aussi pour les investisseurs institutionnels. Ce qui fait qu'en fait, on aura un nombre de flux financiers qui viendraient s'échanger autour des horaires de nuit, ce qui pourrait laisser entendre un changement significatif dans la manière de voir le trading aux États-Unis. Et je le rappelle, c'est 50% des Américains qui ont des actions aux États-Unis. On est sur des chiffres beaucoup plus faibles en Europe. Mais c'est-à-dire que ça va aussi enlever le côté les marchés sont ouverts, les marchés sont fermés. Exactement. Avec aussi les décalages horaires, par exemple en Asie, on pourra traiter sur le marché américain. Et c'est ça le sujet, parce que les investisseurs asiatiques sont réputés quand même beaucoup plus actifs que les investisseurs américains. Et donc, on aurait deux typologies d'investisseurs qui pourront investir, ou en tout cas négocier sur la même bourse au même moment. Donc, ça viendra un petit peu rebattre les cartes. Ensuite, quand on regarde ce qui s'est passé ce week-end sur le marché de la crypto, avec la petite baisse de la crypto suite aux annonces de Donald Trump, pourquoi ça a pu arriver sur le marché de la crypto ce week-end ? Parce que la crypto-monnaie est un actif qui se négocie exactement. Ouais, la petite chute, je vous laisse la responsabilité de ses propos. Le gadin quand même, le Bitcoin a bien chuté cette semaine, c'était moins de 7% quand j'ai regardé ce matin. Tout simplement, le Bitcoin a ressenti des effets qu'on ne pensait pas qu'il allait ressentir aussi fort.
Non, on est toujours quand même aux alentours de 94 000 $, il me semble, pour le Bitcoin. On est à 95 ce matin. Voilà, quand je dis 95, petite baisse, quand on se compare aux crypto-monnaies, 14 ou 15%, ça reste quelque chose quand même d'assez faible. Qu'est-ce que ça vous inspire 1h30 de plus de trading du côté du NYSE, Gustave? Bientôt des équipes de nuit, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a quand même encore une partie des marchés qui sont faits par des équipes composées d'humains. Donc, ça va être intéressant de voir aussi l'organisation du travail autour de ça. Et dans quelle mesure, si ça fonctionne, ça ne va pas imposer un nouveau cadre. Mais c'est vrai que quand on compare justement aux marchés crypto, qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du coup, il y a un décalage aujourd'hui, un décalage qui est de moins en moins justifié parce que vous avez un marché de capitaux crypto qui est tellement important que ça fait bizarre en fait d'avoir ces marchés d'un côté fermé, d'un côté ouvert. Et à mon avis, ça va aussi dans ce sens-là. Maintenant, quitte à aller jusque-là, pourquoi pas du 24-24, j'en sais rien. Mais je suis quand même sceptique sur l'organisation du travail autour de ça. Donc il y a une question qui se pose en tout cas. Et puis ça a l'avantage surtout de permettre aux gens de sortir d'une position ou de rentrer dans une position dès qu'ils ont accès à une information. Dormir la nuit pour y réfléchir un peu. Mais le désavantage que ça a, c'est que ça peut inciter aussi à surtrader ou à suracheter ou à survendre. Donc ça vient impacter nos émotions. Je suis désolé, mais quand on va passer un ordre de bourse à 22h ou à minuit un vendredi soir, il y a des chances quand même assez élevées qu'on se trompe. Donc, on posera la question à Julien Nebetzel, qui est notre psychologue de l'investissement tout à l'heure, pour lui demander quels sont peut-être les biais auxquels on s'expose avec des journées de trading XXL. On va justement conclure sur un mot de crypto. Gustave, ce matin, vous nous posez une question. Enfin, plutôt, vous listez les ressemblances entre la bulle Internet des années 2000 et ce qui se passe autour des cryptos en ce moment. Beaucoup de déréglementation, des zinzins, des investisseurs institutionnels très intéressants, un peu de spéculation, de jour comme de nuit, d'investisseurs particuliers. Ça vous inquiète ? Ça m'inquiète et surtout ça m'interpelle. C'est-à-dire que très souvent on compare la situation actuelle à la crise des dot-com, donc cette bulle Internet, en comparant les actions actuelles avec cette crise de la bulle Internet. Sauf que finalement, quand on fait ça, on trouve des multiples, en dehors de quelques exceptions, qui sont qui sont très loin de ce qu'on avait sur la bulle Internet. Des sociétés comme Yahoo tradaient à l'époque à 800 fois le PE. Aujourd'hui, même les Magnificent Seven, on est plutôt dans les 40-50 fois. Donc ça n'a rien à voir en termes de valo, et ces Magnificent Seven sont les plus valorisés. Et en fait, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui se compare le plus à ces sociétés d'Internet qu'on valorisait, je vous le rappelle, au clic pour beaucoup, donc sans aucun fondamentaux économiques. Et je parle souvent ici de l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est à peu près la même chose que l'économie du clic. C'est-à-dire que ça n'engage que celui qui y croit, mais en aucun cas, ça valide un modèle économique. Et donc j'ai essayé d'identifier des patterns dans l'évolution de ces deux marchés qui sont similaires. Moi, je dirais qu'il y a 3 phases en fait. Il y a spéculation, décorrélation, institutionnalisation. Et donc la première phase de spéculation, c'est tout le monde se met à investir dessus. Il y a des phases de croissance très importantes, plus 585% pour le Nasdaq entre 95 et 2000, plus 85% dans la dernière année qui a précédé la bulle. Là aujourd'hui, pour la partie crypto, on est dans ces mêmes ordres de grandeur, voire plus. Et là, je parle uniquement des grosses cryptos. Et sur la dernière année seulement, le Bitcoin, c'est plus 135%. Ça, c'est pour la partie spéculation. La partie décorrélation, je vous l'ai dit, 800 fois le PE pour certaines sociétés, dont Yahoo. Ici, parfois des modèles qui sont sans aucun fondamentaux économiques. On parle souvent du Dogecoin, maintenant du Trumpcoin, du Melania Coin. Il n'y a aucun rationnel économique derrière ces actifs qui valent ça rappelle les clics, quoi. 10 milliards de capitalisation, 12 milliards de capitalisation au plus haut. Et la dernière phase, l'institutionnalisation. Et c'est de là que ça devient dangereux. Parce que l'institutionnalisation, ça veut dire que c'est votre retraite qui est investie dans ces actifs-là, qui ont potentiellement une valeur de 0 ou une valeur intrinsèque de 0. Et c'est comme ça que, si vous voulez, une traînée de poudre peut se répartir dans l'ensemble du système économique. Donc l'institutionnalisation, ici, elle arrive à 2 niveaux. Au niveau économique, les ETF sont une bonne démonstration, plus de 50 milliards de flux entrants sur les cryptos l'année dernière. Et l'institutionnalisation politique, donc il y avait eu le Digital Act en 96 sous l'administration Clinton, et là plus récemment, on en a parlé d'ailleurs, vous en avez parlé dans vos émissions Lorraine, c'est cette fameuse réserve crypto, ce président de la crypto, qui par ailleurs peut avoir un effet quand même un petit peu contre-productif, y compris pour les États-Unis et leur souveraineté, qui est quand même mise en question par de nombreux pays qui cherchent à se dédollariser, et c'est aussi des signaux qui sont un peu alarmants, y compris pour des investisseurs qui se trompent rarement, comme Elliott Capital, un activiste qui représente plus de 70 milliards d'encours,
qui tirait d'ailleurs la sonnette d'alarme ce week-end dans le FT sur ces sujets-là. Vincent, comment vous rebondissez sur ce que nous dit Gustave ? Le fait est qu'une bulle, on peut la définir en tant que telle uniquement quand elle a éclaté. C'est assez compliqué à l'avance de dire que ça deviendra une bulle. Donc il y a des indicateurs comme Gustave le fait qui viennent nous donner les signes de bulle. Mais en effet, pour les crypto-monnaies, c'est assez délicat parce que quand on compare les prix par rapport à la valeur fondamentale réelle, quand il n'y en a pas, c'est très compliqué du coup d'aller appliquer ces ratios-là. Donc oui, bulle, mais en fait peut-être. Et on le saura le jour où ça va éclater. Mais le plus important, c'est en effet ce que Gustave nous disait sur le fait d'institutionnaliser. Ça crée un risque systémique en cas de gros problèmes, oui. Moi, vous savez ce que je vais vous dire, hein, moi qui suis observatrice. Néanmoins, j'affiche mon crypto-scepticisme en tant que femme et en tant que même femme qui traite au quotidien d'investissement et entourée de pas mal de femmes qui sont aussi soit sur les marchés, soit investisseuses. Ça n'est absolument pas un sujet qu'on aborde entre femmes. Alors peut-être que mon biais est très très fort et j'en prends responsabilité. Mais voilà, c'est un sujet qui me semble intéressant de suivre avec un œil critique, mais aussi en saluant la technologie et ce que ça peut apporter. Mais un œil critique est important. Gustave, pour conclure. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'une bulle, derrière une bulle, Yahoo d'ailleurs a très bien performé dans les 20 années qui ont suivi cette bulle Internet. Je ne dis pas que l'ensemble du marché va s'effondrer et vaut zéro. Ce qu'on dit en tout cas, c'est qu'il y a un risque de nettoyage qui est fort, des excès qui semblent quand même assez parlants. Et quand on se dit, en regardant la bulle Internet, je ne comprends pas, on valorisait au clic. Excusez-moi, mais si on comprend ce qu'on fait aujourd'hui avec les Dogecoin ou avec les shitcoins en général, il faut m'expliquer. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Donc, à mon avis, on est dans ce même niveau d'absurdité, ça, c'est certain. Vous pouvez expliquer à Gustave Sondène si vous avez compris et si vous êtes convaincu. C'est important à la place du débat sur ces sujets parce qu'effectivement, ça va vite. Il se passe beaucoup de choses. On a envie de comprendre et on a envie d'être sûr que les bonnes décisions sont prises parce qu'on parle de notre argent, de notre épargne, n'est-ce pas? Gustave Sondène de chez Colbert, en duo avec Vincent Grard de Trade Republic. Merci beaucoup, messieurs, pour cette revue d'actualité pour bien démarrer la semaine. Semaine qui démarre de manière compliquée. Je ne vais pas faire de comparaison avec la semaine dernière et l'épisode DeepSeek, mais le début de semaine est compliqué. On va voir ça avec Thomas Veillet dans la deuxième partie de Tout pour investir.